Salut les sorciers, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Science en question. Salut Marine, salut Lorraine. Salut Jean. Figurez-vous que la moitié de l'énergie que l'humanité consomme, c'est de la chaleur. Celle que vous utilisez pour chauffer votre logement, celle qui chauffe les bâtiments de votre ville, ou encore la chaleur exploitée par les industries. Et la très grande majorité de cette chaleur est produite à partir d'énergies fossiles, comme le charbon, le fioul ou le gaz. Pourtant, aujourd'hui, on sait qu'il est urgent de réduire nos émissions de CO2 en abandonnant les sources d'énergie fossiles et en allant par exemple vers des sources d'énergie renouvelables et durables. Alors un moyen de se passer de fioul, de gaz ou de pétrole consiste à profiter de la chaleur présente naturellement dans le sol. Mais quelle est son origine, comment l'exploiter et est-elle présente partout en France ? Notre expert du jour nous dira tout sur ce qu'on appelle la géothermie, ses avantages, ses inconvénients, les usages qu'on en fait et les techniques utilisées. Vous verrez qu'en Ile-de-France, ça fait longtemps qu'elle existe et 400 000 personnes en profitent déjà. Nous irons aussi jeter un coup d'œil ailleurs qu'en France, n'est-ce pas Marine ? Oui, je vais vous emmener en Islande et je vous expliquerai comment le pays exploite ses incroyables ressources volcaniques. Eh bien on accueille tout de suite notre invité, chaud devant. Pour cette émission consacrée à la géothermie, nous avons le plaisir de recevoir un spécialiste du domaine. Bonjour Pierre Durst. Bonjour. Bienvenue dans le studio de Science en question. Alors vous êtes ingénieur-chercheur expert en géothermie au BRGM et on va commencer par préciser un peu de vocabulaire parce que la géothermie c'est considéré à la fois comme une science et comme une technologie, c'est ça ? Oui, alors la géothermie c'est la science qui s'intéresse à la chaleur de la Terre et à tous les échanges de température qu'on peut avoir avec notre planète. Et ça représente aussi l'ensemble des technologies justement pour exploiter cette source d'énergie. D'accord. Alors, l'idée d'exploiter la chaleur du sous-sol, c'est pas nouveau. À quand ça remonte ? Alors, de tout temps, on a des manifestations naturelles comme des sources chaudes où de tout temps les hommes se sont rapprochés, les ont utilisées, que ce soit pour se baigner, pour laver des choses, pour avoir chaud. De même que très tôt, les hommes se sont réfugiés dans des cavernes pour affronter la rudesse de l'hiver. Donc oui, c'est très vieux. Et donc ça, c'était les premiers usages. Aujourd'hui, le contexte, il a un peu changé quand même. On n'a plus besoin d'aller dans une grotte pour se réchauffer, mais on essaye quand même de se chauffer à la maison. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est plus dans un contexte où on essaye de faire de la transition énergétique, de réduire nos émissions de CO2. Et on considère que la géothermie, c'est une source d'énergie d'avenir. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Alors effectivement, c'est une source d'énergie, c'est une des sources d'énergie qui émet le moins de CO2. C'est abondant, c'est-à-dire que la ressource, elle, de base, est pratiquement inépuisable. Et on en a en fait besoin, si on cherche à augmenter suffisamment notre production d'énergie renouvelable et la décarbonation de nos énergies, on a besoin de la géothermie. Est-ce qu'il y a, mis à part les avantages pour réussir la transition énergétique et réduire nos émissions de gaz carbonique, est-ce qu'il y a d'autres avantages plus économiques, par exemple, aussi ? Alors, il y a économiquement, une fois installée, c'est une des énergies les moins chères à produire. Mais pour l'installer, oui, il y a des investissements importants à faire. Par contre, autre avantage, en surface, une fois que l'installation est faite, on a très peu d'impact visuel, très peu d'occupation foncière, pas de nuisance. Mais alors d'où vient la chaleur du sous-sol ? Pour le découvrir, il faut comprendre ce qu'on appelle le gradient géothermique. C'est notre mot mystère. Gradient géothermique, ça se réfère à la température. Gradient, oui, bien sûr. C'est au niveau des couleurs, par exemple, on peut tout à fait voir ce que c'est. Et géothermique, il y a géo, donc la terre peut-être, probablement, et thermique, la température. J'imagine en géologie, un gradient de chaleur, telle chaleur à telle chaleur, mais concernant les roches. Dans les roches ou à travers le temps. Ça fait peut-être référence à la température entre la surface et le centre de la Terre. Un gradient géothermique, ça va être, je pense, la variation de la température sur le manteau terrestre, je sais pas. Dans la lithosphère, tu dois avoir des endroits où tu dois avoir des points chauds et en fonction des points chauds, tu as de l'évolution de température avec de la convection, je crois qu'il y a de la convection à l'intérieur et tu as de l'évolution de température avec température chaude et température froide. Les chaudes montent et les basses descendent. Des gradients géothermiques, j'imagine qu'on en a dans toutes les couches. Je sais pas si on peut les mesurer dans toutes les couches, mais on en a dans toutes les touches. Toutes les roches. Pierre, qu'est-ce que vous pensez de tout ce que vous avez entendu là ?
Déjà, il n'y a rien de stupide. Bon, c'est un petit peu biaisé quand même parce que c'était autour du jardin des plantes, donc à côté du MNHN. Donc bon. On a eu quelques scientifiques. Voilà. Non, c'est intéressant. Après, il y a pas... La définition qui se rapproche le plus, finalement, c'est la variation de température entre la surface et le centre de la Terre. D'accord. Mais il y a des gens qui parlent de manteau, de lithosphère. Après, si on prend la Terre comme une grosse sphère, on a 6300 km de roches en fusion et une centaine de kilomètres de roches solides. Donc le gradient géothermique, on va surtout s'intéresser à ce qui se passe dans la partie roche solide. Et c'est en fait l'augmentation de température en fonction de la profondeur à laquelle on va. D'accord. Donc c'est dans les 100 premiers kilomètres, c'est quoi? C'est la croûte terrestre, ça? La croûte terrestre, oui. Et alors comment il évolue ce gradient? Comment évolue la température au fur et à mesure qu'on creuse, quoi? Plus on va profond, plus il fait chaud. Ok. Ça, c'est... En fait, en surface, on est à peu près à la moyenne des températures annuelles. Au centre de la Terre, on est aux alentours de 6000 degrés. Donc ça, c'est le noyau en fusion. Et alors ici, par exemple, dès qu'on fort 1 km de profondeur, on va gagner à peu près 30 degrés ici. C'est constant partout à la surface du globe? Pas du tout. Il y a des endroits où ça augmente un peu moins vite et il y a des endroits où ça augmente beaucoup, beaucoup plus vite. Ah oui? Comment alors? Ça peut aller jusqu'à combien? Ah ben, si vous êtes sur un volcan, vous prenez 500 degrés en quelques centimètres. Hein, ok, donc on peut comme ça profiter de la chaleur à différents effectivement, dans une zone volcanique, oui, on peut avoir des températures de l'ordre de 250 degrés à 1 km de profondeur, quoi. Et alors comment expliquer qu'il y ait cette chaleur qui émane du sous-sol? On pense évidemment au noyau de magma qui est au centre de la Terre. Est-ce que c'est la seule raison? Alors en fait, au départ, lors de la formation de la Terre, on a une grosse boule de lave en fusion qui se refroidit très lentement, en milliards d'années, plus la présence d'éléments radioactifs contenus dans le matériel initial qui, en se désintégrant, vont un peu soutenir cette chaleur. Donc qui sont présents comme ça dans la croûte et qui libèrent de l'énergie. Mais c'est quand même beaucoup, effectivement, le fait qu'on est parti d'une grosse boule de lave en fusion. On a encore plus de 99% de la masse de la Terre qui a plus de 1000 degrés. Donc un héritage qui nous sert encore aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui parlait de points chauds, de convection. Oui, ça c'est après comment ça se transforme la convection. C'est-à-dire que quand on est dans le manteau, par exemple, on a de la lave qui est fluide. Effectivement, ça va bouger comme de l'eau chaude. Les parties les plus chaudes vont avoir tendance à remonter, les parties les plus froides à redescendre. Donc tout ça, ça bouge. Et ça fait qu'en surface, ça va faire des endroits où on amène plus de chaleur que d'autres. D'accord, et ces endroits-là, on va avoir un gradient géothermique plus fort. Plus élevé, en fait, ce sont les zones... on ne va pas parler de ça, mais c'est les zones de limite des plaques tectoniques. D'accord. Et de façon plus schématique, on va dire, tous les endroits où on a des phénomènes de volcanisme. Alors l'avantage, c'est que c'est disponible aussi en continu, cette chaleur? Oui, elle ne varie absolument pas en fonction du fait que ce soit le jour, la nuit ou l'été ou l'hiver. Non, ça c'est quelque chose de tout à fait stable. Oui, c'est un avantage par rapport à d'autres sources d'énergie renouvelable. Ça permet effectivement... On n'a pas d'intermittence. Voilà, on n'a aucune intermittence, c'est une énergie qui est disponible effectivement en permanence. Alors maintenant qu'on a expliqué ce qu'était le gradient géothermique, on voudrait savoir quel est le potentiel de la France et surtout comment on récupère cette énergie du sous-sol. On en discute avec vous et avec Lorraine dans le Science en Action. Alors Pierre, pour nous expliquer tout ça, vous n'êtes pas venu les mains vides, vous avez une maquette à côté de vous. Alors là, je vois une sorte de radiateur dans le sol, on voit des tiges qui descendent dans le sous-sol. Tout d'abord, là, on est à quelle profondeur? Alors là, on va être entre... Là, on est à une centaine de mètres. En fait, ça, ce sont des techniques qui, en France, vont s'utiliser depuis 1 mètre de profondeur jusqu'à 200 mètres, ce qu'on appelle la géothermie de surface. Ok. Voilà. Donc on va mettre des structures dans le sol qui vont nous aider à récupérer la chaleur? Échanger de la chaleur avec le sol. D'accord. Là, on est à quelle température quand on est à 100 mètres? Alors en fait, on a la température moyenne en surface. Donc on n'est pas particulièrement chaud. Ici, on va avoir dans les 13 degrés. D'accord. C'est pas particulièrement chaud. Là, en fait, on ne va pas directement extraire de la chaleur parce qu'en hiver, avec 13 degrés, vous ne chauffez pas votre maison. Oui. Par contre, c'est une source qui est stable toute l'année et c'est idéal pour le fonctionnement d'une pompe à chaleur qui va permettre d'extraire cette chaleur et de la renvoyer éventuellement dans votre bâtiment. Parce qu'une pompe à chaleur, moi je connaissais la géothermie via ce terme-là, pompe à chaleur qu'on peut installer chez soi. Ça désigne tout ce qu'on enterre. La pompe à chaleur, c'est ce que vous avez chez vous.
En surface? En surface. Le plus connu, c'est l'aérothermie, hein, où vous avez un espèce de ventilateur et vous échangez de la température avec l'air extérieur. Ce qui est simple à installer. Par contre, quand vous voulez chauffer en hiver, vous êtes obligé d'extraire des calories d'un air qui est déjà froid. Et si vous voulez rafraîchir en été, vous devez sortir des calories et les pousser vers un air qui est déjà chaud. D'accord. Là, on a un sol qui est tiède toute l'année. Donc, Ok. c'est plus efficace énergétiquement. Donc là, ce qu'on voit, c'est pas pour une maison individuelle, c'est pour un petit... Là, c'est pour un petit collectif ou un bâtiment de bureau. Là, le système qu'on va voir là, c'est ce qu'on appelle des sondes géothermiques. D'accord, donc c'est des verticales. tuyaux. En fait, on fore, on fait un forage, on descend un tuyau en U, Ok. on cimente le tout pour éviter que ça puisse servir d'infiltration pour des pollutions diverses. Et dans ce tuyau, on va faire circuler de l'eau qui va permettre d'échanger de la température avec le sol. Elle va se réchauffer en passant dans Voilà. les tuyaux. Alors, en profondeur, elle va se réchauffer. En hiver, typiquement, effectivement, on va extraire cette chaleur du sol, on va légèrement refroidir le sol pendant l'hiver, et l'injecter dans le bâtiment pour chauffer. L'avantage, c'est qu'en été, on peut faire exactement Le processus inverse. C'est-à-dire prendre des calories dans le bâtiment et les réinjecter dans le sol. Ok. Alors, moi, j'avais entendu parler de systèmes qui étaient plus, horizontaux. On faisait, parce que là, les sondes, elles sont enfoncées Là, c'est des verticalement dans sondes la qui terre. vont entre 50 et 200 mètres selon les endroits. Alors en fait, c'est vrai que donc avec des forages qui vont avoir un certain coût. Le système le plus simple, c'est à 1 mètre de profondeur, simplement. On va mettre un serpentin qui va permettre d'échanger avec le sol. Juste 1 mètre, ça suffit pour avoir une température stable? Alors elle n'est pas parfaitement stable, mais elle est déjà très très tempérée par rapport aux variations naturelles en surface. Donc c'est suffisant pour que ça fonctionne bien. C'est un système simple qui n'est pas trop cher à installer. Après, il faut de la surface, puisqu'il faut à peu près 2 fois la surface que l'on veut chauffer pour échanger. On ne peut pas avoir d'arbres avec des racines, on ne peut pas imperméabiliser le sol. On peut pas mettre un coup de pelle, on peut pas... Voilà, si on a de la place, oui. Et alors là, on voit plusieurs tuyaux. Donc j'imagine que ça, c'est plutôt pour chauffer un bâtiment collectif. Oui. Est-ce que pour une maison, pareil, il faut aussi une installation Alors, aussi conséquente? pour une maison individuelle, ça va être selon effectivement le volume de la maison, son isolation, et puis un peu aussi les caractéristiques de la roche. Ça va être entre 1 et 3 sondes. D'accord. Est-ce qu'on peut en installer n'importe où en France? Sur 95% du territoire. En fait, on peut en installer partout, mais il y a des endroits où la géologie fait que les forages sont un peu trop compliqués et qu'il vaut mieux ne pas le faire. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui en France, il y a beaucoup de maisons individuelles qui sont équipées de systèmes comme ça? De plus en plus, mais pas beaucoup. Mais pas assez. C'est étonnant pourtant que ça n'y ait pas autant. C'est-à-dire qu'effectivement, ça, pour un particulier, l'investissement initial est assez élevé. C'est ce qu'on disait, ouais. Et même s'il peut rentrer dans ses frais au bout de 15 ou 20 ans, il faut pouvoir... Ça reste 15 ou 20 ans. Oui. Point d'investissement. Alors ça, ce qu'on voit là, c'est des systèmes qui sont fermés. Et je crois que vous avez sur votre maquette un autre système à nous présenter, qui cette fois-ci est dit ouvert. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe? Alors, en fait, c'est pareil, on va échanger avec le sol, mais là, au lieu de faire des sondes assez longues dans lesquelles on va faire circuler de l'eau pour pouvoir échanger, on va directement utiliser l'eau du sol. On fait remonter l'eau du sol? Voilà, on va pomper l'eau dans une nappe d'eau souterraine. D'accord. On va pomper l'eau, échanger des calories. La pompe à chaleur va pouvoir tirer des calories ou en réinjecter dedans si on veut rafraîchir la maison. Et réinjecter, c'est-à-dire que tout ce qu'on pompe, on le remet dans la même nappe d'eau souterraine, on ne fait aucun... Pourquoi est-ce qu'il faut réinjecter? Alors, dans ce cas-là, c'est surtout parce que les nappes d'eau souterraines, surtout les moins profondes, sont déjà très utilisées que ce soit pour de l'eau potable, pour de l'irrigation, et on ne veut pas que la géothermie vienne dégrader la ressource. Vous pouvez nous montrer sur la maquette alors où se situe un peu l'eau qu'on pompe, par où ça passe, alors, etc. On va faire 2 forages. Ouais. Dans l'un d'entre eux, on va pomper l'eau. On va passer par une pompe à chaleur, extraire des calories. Alors là, sur ma maquette, on chauffe une piscine, mais on peut chauffer une maison, un bâtiment. Et on va réinjecter à quelques dizaines de mètres, suffisamment pour qu'on ne repompe pas directement l'eau qu'on a réinjectée, puisque si en hiver, je veux chauffer ma maison, je refroidis l'eau, je réinjecte de l'eau plus froide, je ne veux pas repomper directement l'eau plus froide. Donc il faut un terrain où on ait la place d'éloigner suffisamment les... Et puis alors, il faut avoir une nappe d'eau souterraine. Des nappes d'eau souterraine, il y en a partout, mais parfois elles sont profondes. Donc pour que ça soit intéressant à ce niveau-là, effectivement, il faut avoir une nappe d'eau souterraine parce que ça, pas trop profonde. C'est une autre technologie, mais ça reste de la géothermie de surface. Oui.
Avec ce système-là, on peut aller chercher des nappes plus profondes, justement, qui seraient plus chaudes, donc j'imagine? Ah oui, on peut aller. Là, on reste dans les... En général, quand on parle de géothermie de surface, on peut aller jusqu'à 200 mètres, mais souvent, là, c'est à moins de 100 mètres de profondeur. Après, on peut aller à 1000 ou 2000 mètres selon les endroits pour avoir de l'eau vraiment chaude, que du coup, on va pouvoir utiliser sans avoir besoin d'une pompe à chaleur. Ah, ok. Pour chauffer directement. Parce que la pompe à chaleur, elle marche avec de l'électricité? Oui, la pompe à chaleur, le principe, alors, dans une installation de géothermie, typiquement, il faut faire tourner la pompe à chaleur, on va consommer à peu près un quart de l'énergie nécessaire au chauffage. D'accord. Vous avez un quart qui va venir de l'électricité et les trois quarts qui vont être récupérer les calories qu'on va récupérer gratuitement dans le sol. Donc ça reste performant comme technologie. Alors je dis un quart, donc c'est une coefficient qu'on appelle de 4. Ouais. Dans certains cas, si c'est très bien fait, on peut arriver un peu plus. Après, c'est des histoires de réglage, d'isolation du bâtiment. Ok, c'est sur ça qu'on peut jouer après pour améliorer les performances. Non, et c'est mieux si on... Forcément, si on fait du chaud en hiver, du frais en été, ça augmente la performance globale. Mais oui, on pompe un peu d'électricité quand même. Okay. C'est une énergie aux trois quarts renouvelable. On a évoqué un peu tout à l'heure le fait qu'en région parisienne, on a une belle ressource et il y a pas mal de gens qui sont chauffés avec de la géothermie. C'est quelle technologie dans ce cas-là? Alors c'est une technologie qui ressemble beaucoup à cette technologie d'un système ouvert, sauf que là, les forages vont être nettement plus profonds. En région parisienne, on va aller jusqu'à 2 km de profondeur. Et là, on récupère une eau à combien de degrés? À peu près 70 degrés. Ok. Qu'on va ensuite envoyer dans des réseaux de distribution de chaleur. Oui, dans ces cas-là, c'est pas pour chauffer... Enfin, c'est pas une maison qui va faire un forage à 2000 mètres. Ce sont des quartiers entiers. Ok, d'accord, très bien. Et aujourd'hui, on sait combien de personnes ça chauffe Plus de 400 000 personnes autour de Paris. Autour de Paris, c'est 400 000 personnes. Et donc, on a dit la géothermie de surface, on peut en faire un peu partout. Et chaque particulier qui a un peu de terrain, une maison, pourrait installer de la géothermie chez lui. Ah, sur sonde, il faut à peine du terrain, quoi. Ça peut s'installer sous un bâtiment. Ah ouais, ok, d'accord. Par contre, pour la géothermie profonde dont on a parlé, là, il faut quand même les ressources adéquates dans son sous-sol? Oui, c'est-à-dire que, alors, c'est pareil, plus quand on va profond, la température augmente, ça c'est pas de problème. Après, justement, pour pouvoir extraire cette chaleur, voilà, il faut qu'il y ait de l'eau qu'on puisse pomper à des débits suffisants. Et sur le territoire français, ces débits suffisants, on l'a à quels endroits? Alors, c'est ce qu'on appelle les bassins sédimentaires, qui sont des formations géologiques. Donc il y a le bassin parisien, qui est l'endroit qui a été le plus exploité initialement, et puis surtout autour de Paris, parce que c'est aussi un des endroits où il est le plus profond, donc on arrive à 2 km à des choses très chaudes, mais on a aussi en Aquitaine, on a le bassin aquitain, où pareil, il y a des exploitations sous Bordeaux, par exemple, qui sont faites. Okay. J'imagine que pour en tout cas la géothermie profonde, les investissements sont aussi plus conséquents? Oui, on parle de des forages à 2000 mètres, ce sont des forages à plus de... Faire 2 forages à 2000 mètres de profondeur, ça va être plus de 10 millions d'euros. Ah oui, d'accord, ok. Bon investissement. Bon. Pierre, si je vous parle du pays de feu et de glace, ça vous parle? Au hasard, l'Islande. Bien vu. Oui, c'est bien ça, c'est l'Islande. Alors, c'est un champion de la géothermie dans le monde. Il faut dire que son territoire est particulièrement adapté au développement de cette technologie. Marine va nous en dire plus, c'est le coup d'œil du jour. S'il y a bien un pays qui a su exploiter le potentiel de la géothermie, c'est l'Islande. Là-bas, la géothermie fournit plus de 90% du chauffage et un tiers de l'électricité. D'ailleurs, cette électricité est presque entièrement d'origine renouvelable. Il n'y a que les transports là-bas qui consomment des énergies fossiles importées et ça en fait un pays quasiment autosuffisant en matière d'énergie. En même temps, sur une île truffée de volcans, c'est pas difficile de trouver de la chaleur dans le sol. D'ailleurs, les Islandais ont tellement d'eau chaude qu'ils s'en servent pour faire fondre la neige dans les villes grâce à un système de canalisation enfouie un peu partout dans le sol. Il faut dire que c'est bien pratique d'avoir accès à de l'eau chaude pas chère quand on vit à 2 pas du cercle polaire arctique. Déjà parce que sinon on a froid, et ensuite parce qu'historiquement ça a été très utile pour développer l'économie islandaise. Par exemple, les serres agricoles ont fait partie des premiers bâtiments reliés à la géothermie, et aujourd'hui la quasi-totalité des fermes maraîchères d'Islande sont reliées au réseau. Ça permet au pays de cultiver plein de fruits et légumes qui ne poussent pas naturellement sur l'île, et notamment des fruits et légumes d'été. Qui aurait cru que l'Islande était autonome en
concombres. Et c'est pareil pour la pisciculture. Les bassins chauffés ont permis de développer l'élevage des poissons et de poissons qui normalement sont beaucoup trop frileux pour vivre en Islande. Donc d'accord, l'Islande c'est un très bon élève, mais c'est surtout parce que c'est un cas particulier. Oui, et même très particulier. L'Islande a un contexte géologique unique au monde. Je l'ai dit, l'île est truffée de volcans et de sources chaudes et ça s'explique par deux phénomènes. Le premier, c'est une dorsale qui traverse l'Islande. Vous l'avez un peu expliqué, une dorsale, c'est une frontière entre deux plaques tectoniques qui s'éloignent l'une de l'autre et dans l'espace créé entre les deux plaques, le magma du manteau terrestre remonte à la surface. Le deuxième phénomène, c'est la présence d'un point chaud sous l'Islande, à savoir une région à la surface de la Terre où il y a aussi de la roche fondue qui remonte vers la surface et tout ce magma qui remonte, ça crée des volcans et par conséquent, le gradient géothermique de l'île est très élevé. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de creuser très profondément dans le sol pour rencontrer des températures très élevées. Et ça, les Islandais l'ont bien compris. Dans les années 70, quand le prix du fioul a flambé à cause des chocs pétroliers, le gouvernement a vite réalisé que c'était dommage d'importer du jus de décomposition de matière organique venue d'ailleurs, alors que les Islandais étaient littéralement assis sur un nid de volcan. Et c'est suite à cette réalisation qu'est né le réseau géothermique de l'île. Il faut quand même avouer que se chauffer au volcan, c'est plutôt la classe. Ça paraît presque trop beau pour être vrai. Oui, ça fait un peu rêver, mais j'ai pas tout dit. Le développement de la géothermie en Islande a aussi quelques effets secondaires indésirables. Et j'ai nommé notamment l'appât du gain. Oui, parce que de l'énergie pas chère en grande quantité, ça attire forcément des opportunistes. Et en l'occurrence, deux secteurs ont senti la bonne affaire. L'industrie de l'aluminium et plus récemment les data centers, les centres de données informatiques. Le truc, c'est que l'Islande, c'est une île. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Mais pour une île, c'est difficile d'exporter de l'énergie à l'étranger. Donc les usines se sont installées directement sur le sol islandais pour profiter des prix réduits, sauf qu'elles utilisent beaucoup d'énergie. C'est simple, 75% de l'énergie produite en Islande est consommée par 3 usines d'aluminium qui appartiennent à des groupes étrangers. Et non seulement elles consomment, mais en plus elles rejettent. À cause de ces industries, les émissions de CO2 sont en constante augmentation dans le pays. Une autre source d'inquiétude, c'est l'essoufflement des gisements géothermiques islandais. Des géologues attirent l'attention sur certaines centrales qui ont perdu en capacité de production parce qu'à un point donné, quand on pompe et qu'on ne réinjecte pas d'eau, la pression dans le puits a tendance à diminuer. Alors on peut toujours creuser un autre puits ailleurs, mais il faut faire attention à la surexploitation. Mais a priori, la demande en énergie n'est pas prête de baisser, alors comment on fait ? Alors quand on a peur qu'une ressource vienne à manquer, il y a plusieurs options. Soit on appuie sur la pédale de frein et on ralentit la consommation d'énergie, soit on poursuit son chemin en espérant que la prochaine station-service ne soit pas trop loin. Et visiblement, les Islandais ont opté pour la station-service. En 2026, ils ont prévu de creuser un tunnel directement dans la chambre magmatique d'un volcan, le volcan Krapla. C'est vrai que niveau rendement énergétique, le magma a un potentiel énorme. Difficile de faire plus chaud que de la roche fondue, à part bien sûr si on veut forer dans le soleil. Mais entre le risque de faire fondre le matériel et la peur de déclencher une éruption volcanique, on peut se demander si c'est vraiment totalement une bonne idée. À jouer avec le feu, on finit par se brûler. Merci Marine pour ce coup d'œil sur l'Islande. Vous avez une petite réaction par rapport à ce que vient de dire Marine ? Alors, c'est un contexte unique. Je tiens à préciser, on a un peu le même contexte dans le rift est-africain, c'est-à-dire Kenya, Éthiopie, Djibouti. Ouais. Et le Kenya d'ailleurs se développe beaucoup ces derniers temps. Voilà. Après, pour le fait d'aller très profond et très chaud, le problème c'est pas tellement de déclencher l'éruption volcanique, c'est qu'en fait, techniquement on a des problèmes quand il fait très chaud pour les puits, pour les matériaux qu'on veut descendre dedans. C'est plus ça qui pose un problème actuellement. Là aujourd'hui on descend à combien de kilomètres sous terre ? Alors en géothermie jusqu'à 5. 5 km. Ouais. Le puits le plus profond qu'on ait jamais creusé dans le monde, c'est 12 km. Hein. C'était en Union soviétique, mais c'était un endroit qu'on avait choisi volontairement froid. Okay. Et pour l'instant, les puits les plus chauds qu'on a fait, c'est jusque vers 500 degrés. Après, on a des problèmes techniques, en fait. En France aussi, on exploite la chaleur des volcans. Alors, on n'a pas de volcan en métropole, mais en Outre-mer. À quoi il nous sert Alors, en Guadeloupe, à Bouillante, en Guadeloupe, on a depuis les années 80 une centrale géothermique qui produit de l'électricité, qui est proche du volcan de la Soufrière. Pas sur le volcan, mais proche. Et ça, en fait, avec des forages à peu près 1000 mètres de profondeur, on arrive à capter un mélange d'eau et de vapeur à 250 degrés qui permet de faire tourner une turbine et de générer de l'électricité. Actuellement, ça produit un peu plus de 6% des besoins d'électricité de l'île. Pas plus. Non, mais ils espèrent développer et arriver jusqu'à 25% de l'électricité de l'île par géothermie. La Guadeloupe pourrait imaginer devenir indépendante en électricité avec cette technique-là ? C'est pas certain, parce qu'en fait, la chaleur, c'est pareil, on l'a, mais on a toujours le même problème, il faut qu'on ait un endroit où on arrive à pomper de l'eau.
Et toute la surface de l'île ne s'y prête pas forcément. Okay. J'ai parlé rapidement de l'essoufflement des puits. Est-ce qu'il y a un risque qu'on épuise les ressources géothermiques ou pas? Si on pompe, alors ça dépend aussi des débits auxquels on pompe, mais si on pompe énormément sur un puits donné, la pression autour du puits va finir par baisser et puis il va de moins en moins produire. Donc on peut soit effectivement limiter les débits produits, on peut aussi réinjecter une partie de l'eau qu'on pompe, et sinon, oui, on est arrivé au point où il faut aller faire un puits ailleurs. Alors ça va se renouveler, naturellement, il n'y a pas de problème, mais ça veut dire devoir faire un nouveau puits. Ça met beaucoup de temps à se renouveler? L'ordre d'idée, c'est à peu près le même temps que celui qu'on a eu en exploitation. D'accord. C'est dans cet ordre de grandeur. Eh bien, merci Pierre, merci Marine. Alors l'Île-de-France possède un gisement important pour développer la géothermie. Alors pour faciliter son usage, le BRGM a travaillé main dans la main avec la région Île-de-France et l'ADEME. Ensemble, ils ont mené une vaste campagne d'exploration. On en discute dans l'esprit d'équipe avec Pierre. C'est parti. Alors si vous habitez en région parisienne, vous avez peut-être vu passer ces gros camions. C'est grâce à eux qu'a été réalisée la campagne baptisée Géoscan. Pierre, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était le principe de cette campagne d'exploration? Alors le principe de cette campagne, effectivement, c'est d'acquérir des données sur une source qui nous intéresse particulièrement. Ouais. C'est une formation rocheuse qu'on appelle le Dogger. L'aquifère du Dogger? L'aquifère du Dogger, c'est l'aquifère, c'est une roche qui contient des eaux souterraines, qui est présente partout autour de Paris, sur une grande partie de toute façon du bassin parisien, et qui est très exploitée déjà, mais surtout dans l'est de Paris. Exploitée pour la géothermie? Pour la géothermie, oui. Ouais. De toute façon, c'est de l'eau salée, chaude, elle n'a pas d'exploitation autre possible que la géothermie. Mais après, effectivement, on a toute cette partie plus à l'est de Paris, où on connaît très bien cet aquifère, où quand on fait un puits, on est à peu près sûr de pouvoir pomper un bon débit d'eau chaude. Quand on arrive dans l'ouest, c'est plus aléatoire. Or, comme les forages sont très chers, on a du mal à convaincre des gens d'essayer et de se lancer un peu à l'aveugle là-dedans. On veut que la première soit la bonne. Quand on creuse, on veut trouver tout de suite, quoi. Voilà. Et effectivement, on manquait un peu, ce sont des choses qui se passent à 2000 mètres de profondeur, on ne sait pas toujours exactement ce qu'on a, sur lesquelles on avait des informations, mais qui dataient un peu, et pas assez précises. Donc on a lancé une campagne d'acquisition de données, surtout de données sismiques. D'accord. Alors on va voir le principe un peu plus tard, mais je voudrais rappeler donc que là on est dans le cadre de la géothermie profonde. Oui. C'est bien ça. Alors vous avez apporté une petite maquette. Oui. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu où on se situe, à quelle profondeur? Alors le principe, c'est ce qu'on fait en tout cas autour de Paris, puisqu'on a la chance d'avoir ce Dogger qui fonctionne bien. C'est qu'il se trouve à peu près 2 km de profondeur, température d'à peu près 70 degrés. Et en général, on arrive à pomper des débits et à réinjecter des débits assez importants, de l'ordre de jusqu'à 300 mètres cubeurs. Donc c'est assez haut, et ce qui permet de chauffer des quartiers entiers. Donc le principe, effectivement, c'est qu'on va faire 2 forages. Ok. Donc là qu'on voit sur le... Vous pouvez nous les montrer Oui. Ok. Alors ces 2 forages, on part du même endroit en surface. Par contre, on les dévie. C'est des choses que les foreurs savent faire. Ça, c'est techniquement, c'est facile à réaliser, ce genre de choses? Facile, c'est beaucoup dire, mais ça se fait. Ça se fait pour arriver effectivement à un écart suffisant en profondeur pour ne pas repomper directement l'eau qu'on a refroidie. Une dizaine de mètres, comme vous disiez? Non, là on est plutôt à 1,5 km à peu près. 1,5 km? Oui. D'accord. 1500 mètres, alors qu'en surface, les têtes de puits sont éloignées de quelques mètres. Simplement. On a une seule plateforme de forage, un seul chantier, mais on va arriver à différents endroits. Une fois que ces forages ont été terminés, effectivement, on va se servir d'un entrepôt pour pomper. Okay. On va échanger la température avec de l'eau beaucoup plus douce qu'on va faire circuler dans un réseau de distribution de chaleur qui va permettre de chauffer les bâtiments, mais aussi éventuellement d'alimenter des serres ou autre chose. On peut avoir différents usages. On peut imaginer plein d'usages, c'est pas seulement le chauffage non, à partir du moment où on peut utiliser de la chaleur, on peut utiliser ça. Et donc cette eau refroidie, on va la réinjecter dans le deuxième forage. Ce qui fait qu'on ne va pas avoir effectivement de problème de niveau d'eau dans cet aquifère profond. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'arriver dans l'aquifère directement. Oui. Donc c'est ça l'objectif. Alors le principe, on va revenir sur ces fameux camions qui ont un peu sillonné l'ouest de la région parisienne. Comment ils fonctionnent? Qu'est-ce qu'ils ont permis d'acquérir comme données? Alors ce sont des camions vibreurs, en fait. C'est des camions assez lourds, une plaque qui se pose au sol, qui vibre, qui envoie des ondes type ondes sonores, mais dans le sol, ce qu'on appelle sont des ondes sismiques. Et après, ces ondes,
On a un petit schéma qui va montrer un peu le principe. Vont interagir avec les différentes couches géologiques, être réfléchis, remonter en surface. Et on va avoir des capteurs partout en surface. Ce qui fait qu'on va pouvoir avoir non seulement effectivement les limites entre les différentes couches géologiques, mais aussi, et c'est ce dont on manquait beaucoup jusqu'à présent, avoir des renseignements sur le type de roche qu'on traverse et sa structure. Le but étant derrière, une fois traité, effectivement, de pouvoir arriver à mieux connaître cet aquifère, ce dogger qui n'est pas uniforme, pour pouvoir essayer de prédire quelles sont les zones où les forages vont bien réussir et quels sont ceux où le risque d'échec est plus important. L'idée, c'est de faire une cartographie, en fait, du sous-sol de l'Ouest parisien. Oui. Mais alors, c'est étonnant, je pensais qu'on avait déjà ce genre de données. Alors, non, on a des données qui datent des années 60, de l'exploration pétrolière. Mais déjà, elle n'avait pas le même but. Oui, parce que j'allais dire après, la géologie, est-ce qu'elle évolue tant que ça en 60 années C'est pas que la géologie évolue. En fait, la géométrie, la profondeur à laquelle on va retrouver cet aquifère du dogger, on la connaît à peu près. On manque peut-être un tout petit peu de précision, mais on va à 2000 mètres, on n'est pas à quelques mètres près. Ouais. Par contre, après, le détail des caractéristiques des roches qu'on traverse, celles-là, on les connaît très mal. Et c'est pour ça qu'actuellement, on a un aléa qui est important. On n'est pas certain, si on se lance dans un forage au niveau de Versailles, est-ce qu'on va avoir un débit suffisant ou pas. C'est plus une question de débit que... on creuse et puis on se rend compte qu'à 1000 mètres, on n'arrive plus à forer, c'est trop dur. C'est plus une question de débit derrière, oui. D'accord. Non, il n'y a pas de raison que les foreurs connaissent comme ça se fore très bien. Okay. Alors, les résultats de la campagne ne sont pas encore connus, parce qu'elle s'est déroulée en 2024. Oui. Comment est-ce qu'ils vont être exploités, ces résultats, par la suite ? Alors, par la suite, il y a tout un traitement des données. Ça fait des masses de données énormes. C'est le BRGM qui va se charger de faire ce traitement des données ? En grande partie, oui, mais pas exclusivement. Il y a un premier traitement. Après, derrière, c'est vrai que le BRGM va exploiter ça pour, derrière, effectivement, faire un modèle géologique plus précis, avec effectivement des différences dans la roche. Pour, derrière, faire un modèle de circulation d'eau et de température, de manière, in fine, pouvoir se mettre à exploiter un peu ce dogger à l'ouest de Paris, comme on le fait à l'est. Et pour l'instant, on chauffe 400 000 personnes, et peut-être en chauffer 400 000 de plus. Et on l'espère. Mais en tout cas, après, ces données, très concrètement, elles sont mises à disposition de qui est-ce qui ensuite va réaliser j'imagine que c'est les collectivités qui demandent à pouvoir mettre en place de la géothermie. Ça va être surtout les collectivités, mais un industriel peut proposer à une collectivité aussi de faire quelque chose. Les données seront mises à disposition de qui voudra bien s'en servir. Okay. Parce que c'est des marchés publics, privés, peu importe. Oui, après, quelque part, c'est toujours public, puisqu'on parle derrière d'un réseau de distribution de chaleur. C'est une collectivité publique, mais ça peut être porté directement par la collectivité ou plus porté par un industriel. Ok. Alors, on va quitter un peu la région Île-de-France pour aller voir un peu ce qui se passe à l'échelle nationale. On va regarder cette carte qui montre en fait les ressources potentielles ou prouvées en géothermie profonde. Donc on voit que là, globalement, il y en a pas, ça ne se concentre pas sur l'Île-de-France. On en trouve beaucoup ailleurs en France. Oui. Alors on en trouve en Aquitaine, par exemple. D'ailleurs, à Bordeaux, il y a... Ouais. Ça commence un peu. Oui, non, ça commence, c'est pas tout neuf. Il y a un quartier au centre-ville, le quartier Mériadec, qui est chauffé par géothermie. Il y a une base aérienne qui est chauffée. Il y a aussi un quartier HLM à Sèche qui est chauffé par géothermie. Il y a des choses, mais c'est moins développé. Il y a d'autres choses plus isolées qui sont faites. Et à Bordeaux, ils cherchent effectivement à développer ça et à avoir de nouveaux projets. Oui, on voit quand même qu'il y a beaucoup plus, une concentration plus importante. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'en termes d'espace, on ne pouvait pas tous les mettre, mais il y a quand même beaucoup plus de petits points orange qui représentent les installations en région parisienne qu'ailleurs, où pourtant il y a un gisement qui pourrait être exploité. Alors à Paris, déjà, la ressource est très bonne. Ouais. Les besoins sont très importants. Oui. Et puis ça s'est lancé au moment du choc pétrolier et c'est parti vraiment, voilà. Et ça a marché assez vite, peut-être mieux que dans d'autres endroits. Après, il y a des endroits à Bordeaux, la ressource est un peu moins chaude, par exemple. Donc, c'était un peu plus compliqué. Mais ceci dit, il y a d'autres endroits où on prévoit d'en faire. Bordeaux veut développer, mais il y a de plus en plus de villes qui sont sur une de ces parties bleues qu'on voit sur la carte, qui disent qu'elles ont une ressource. Pense effectivement à exploiter ça. Je sais que Toulouse y réfléchit. Voilà. D'autres villes qui
Alors, on l'aura tous compris, on est tous concernés par les bénéfices, les avantages de la géothermie. En plus, le gouvernement prévoit de doubler le nombre d'installations de pompes à chaleur chez les particuliers d'ici à 2025. Mais sommes-nous tous bien renseignés sur le sujet? Pour y répondre, Lorraine est allée prendre la température, si j'ose dire, dans la rue en questionnant les passants. Écoutez leur réponse. Il y en a un peu partout en France. Ça a l'air d'être pas mal comme truc. Moi, j'habite à Villejuif, je sais qu'il y a une usine géothermique, enfin, pas usine, mais un truc de traitement géothermique pour produire de l'énergie, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Comme on habite à Meaux, en Seine-et-Marne, mais c'est pas possible au niveau du sol. Je crois qu'il faut des autorisations et notre sol, je crois qu'il n'est pas adapté. Il y a ça chez moi. Je suis à Neuilly-sur-Marne, donc en banlieue parisienne, et on sait que la géothermie, c'est une source d'énergie assez intéressante et présente dans le bassin parisien. Et du coup, moi, je suis alimenté en eau chaude et en chauffage par la géothermie. Est-ce que vous voyez une conséquence sur vos factures? Alors, sur les factures, pas particulièrement. Sur l'environnement, bien sûr. Et c'est ça qui m'intéresse. Je sais que mon conjoint, on en a parlé à la personne qui vient faire l'entretien de notre chaudière pour savoir les alternatives, parce qu'il nous a dit que le gaz allait augmenter, que ça allait être compliqué, mais nous a juste dit que ça serait pas possible dans notre secteur en Seine-et-Marne. Mais alors du coup, on n'a pas cherché, et il nous a dit aussi que c'était extrêmement cher d'installer ce type de dispositif. J'ai juste bossé avec une doctorante en géologie un jour qui m'a dit que la géothermie en France, il n'y avait pas d'avenir pour elle. Voilà, donc... Donne pas de nom. Voilà, je donnerai pas de nom. Par rapport à cette dernière parole qu'on a entendue, vous, au contraire, vous affirmez qu'il y a de l'avenir pour la géothermie en France? Tout à fait, oui. Il y a de l'avenir et en plus c'est un peu incontournable parce que pour atteindre nos objectifs en matière de transition énergétique, le recours à la géothermie est assez inévitable. Le potentiel est là. Maintenant, il faut juste y mettre les moyens. Voilà, il faut mettre les moyens et puis le faire bien. Est-ce qu'il y a des paroles sur lesquelles vous voudriez réagir en particulier? Alors c'est vrai que là, les gens ont parlé beaucoup de la géothermie profonde, effectivement c'est à Paris. Sur le fait que pour les gens, le faire eux-mêmes, alors en Seine-et-Marne, je ne connais pas exactement l'endroit où ils sont. En règle générale, comme je vous dis, c'est possible presque partout. Ouais. Le presque étant qu'effectivement, il y a certaines zones où le fait de faire un forage est compliqué. Oui. Mais c'est possible presque partout. Le gros problème, effectivement, ça va être pour des particuliers, c'est l'investissement initial. Il y a quelques aides de l'État qui existent, mais d'après les dires de cette femme-là, c'était pas assez pour eux. Non, ça rentre dans ma prime, dans ma prime rénov. Quand vous faites de la rénovation, c'est pas sur du neuf. Il y a du crédit d'impôt, il peut y avoir des choses comme ça, mais c'est assez limité l'aide aux particuliers. C'est rentable pour un particulier, mais c'est une rentabilité assez long terme et l'investissement de base est élevé. Pour des choses plus importantes, par contre, le fonds chaleur de l'ADEME peut payer jusqu'à 50% dans certains cas pour du public. D'accord, pour des installations collectives. Public, voire même un peu plus. Non, c'est jusqu'à 50%, je crois, pour du privé et jusqu'à 70% pour du public. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais donc oui, là, ça peut être aidé. On n'a pas pour l'instant la même chose pour des particuliers. Si le problème il est majoritairement financier, est-ce qu'il va falloir attendre que le prix du gaz explose littéralement pour qu'on mette enfin les moyens qu'il faut sur la géothermie? Non, il ne faudrait pas attendre. Il faut mettre les moyens, en fait. Non, après, il y a la géothermie pour les particuliers, c'est une chose. Effectivement, il y a d'autres pistes aussi, comme l'isolation, déjà, en rénovation. Oui, dans ma prime rénov d'ailleurs, oui, c'est aussi pour la rénovation. C'est la première chose à faire. Même si après, il faut faire de la géothermie. Non, ça serait bien, effectivement, pour que ça se développe, qu'il y ait un peu plus d'aide de l'État, qu'il y ait un peu plus de développement aussi au niveau des gens qui fournissent. C'est-à-dire que si on avait plus... si c'était plus répandu, les prix baisseraient forcément un peu, en effet d'échelle. Et après, il y a une grosse question de connaissances. D'information vis-à-vis du public, mais aussi des professionnels. C'est-à-dire qu'effectivement, là, cette personne, il y a un chauffagiste qui lui a dit que ça ne serait pas possible. Peut-être parce que c'est pas possible, ça peut arriver, mais peut-être aussi parce qu'il ne connaît pas et qu'il ne le fait pas. Et est-ce que vous, qui êtes vraiment dans le milieu, est-ce que vous sentez quand même que ça bouge et que ça s'accélère ces dernières années? Ça bouge, alors ça s'accélère, ça augmente. Vous êtes prudent. Non, mais c'est-à-dire que oui, ça augmente, il y a des choses qui se font, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'explosion. Qui s'explique par le fait qu'effectivement il y a des investissements, mais derrière il y a aussi la main-d'œuvre. Je veux dire, la main-d'œuvre disponible actuellement correspond au marché actuel. Pour en faire plus, il va falloir former plus de personnes
On a une filière qui n'est pas hyper développée et donc... Non, on a une filière qui est assez bien structurée. D'accord. Avec quasiment à tous les étages des qualifications, des certifications professionnelles, donc c'est quelque chose d'assez sérieux. Maintenant, oui, les foreurs qui sont justement certifiés en géothermie, il y en a un certain nombre. Pour qu'il y en ait plus, il faut qu'il y ait plus de demandes, et le fait qu'il n'y en ait pas plus, ça peut freiner un peu la demande. C'est mécanique. Voilà, donc c'est quelque chose qui doit se développer. Alors Pierre, je vous propose qu'on laisse de côté la géothermie pendant un instant. On va se concentrer sur votre parcours. C'est l'heure de la séquence en coulisses. Alors j'ai quelques questions à vous poser, mais avant je vais vous laisser vous présenter vous-même. Et la petite difficulté, sinon c'est pas drôle, c'est que vous aurez seulement 30 secondes pour le faire. On lance le chrono dès que vous êtes prêts. Est-ce qu'on peut y aller? Allons-y. Top chrono alors. Je m'appelle Pierre Durst. J'ai fait des études universitaires, scientifiques, en sciences de la Terre, puis un doctorat sur la géothermie. Et depuis, je travaille au BRGM. J'ai travaillé au début aussi sur le stockage géologique du CO2 et sur les ressources en eau souterraine, puis je suis revenu à mes premiers amours qui sont la géothermie. Bon. Super. 10 secondes, vous en sortez très bien. Vous avez largement battu le record. Merci beaucoup. Bravo. On attend la fin du chrono. Bon. Merci Pierre d'avoir joué le jeu. J'ai encore 2-3 questions évidemment à vous poser parce qu'on a été très généraux. Par exemple, vous m'avez raconté que d'après un de vos proches, votre métier c'était d'inventer l'eau chaude. Alors est-ce qu'on s'approche de la réalité, d'une bonne description de votre métier? Ah, il y a ça, oui. Enfin, essayer de voir où on va trouver de l'eau chaude, oui. Et comment on fait pour inventer l'eau chaude? Je veux dire, à quoi ressemblent vos missions au quotidien? Alors, par exemple, si on parle d'inventer l'eau chaude, ça va être de voir où est-ce qu'on va trouver des nappes d'eau souterraines, quel débit on va pouvoir espérer pomper dedans, quelle température on va avoir. Donc ça va être développer la connaissance à ce niveau-là. Parce qu'effectivement, si on dit aux gens, vous pouvez faire des choses, il faut pouvoir leur dire, là, vous pouvez faire ça, ou vous allez devoir faire autrement. Ça, c'est une de mes missions. Il y a après des missions plus sur l'exploitation elle-même. Alors ça, c'est plus ma formation scientifique en géochimie. Si on est par exemple en système ouvert où vraiment on pompe de l'eau, on la refroidit, on la réchauffe, on la réinjecte, voir si on n'a pas des risques de précipitation, de corrosion, de choses comme ça. Et avec quels outils vous évaluez ça, vous, au quotidien? Alors, moi je fais assez peu de terrain, j'en fais quelques fois, mais on va faire des prélèvements d'eau et des choses comme ça, et des analyses. Moi, derrière, je fais beaucoup de modélisation. Donc informatique. Informatique, oui. Parce que c'est plus ma formation. Mais après, j'ai des collègues qui font de tout. Hein. Effectivement, il y a des gens qui vont plus acquérir des données sur le terrain, plus travailler en laboratoire. Et pourquoi initialement vous vous êtes intéressé à la géothermie? Alors pourquoi? Vous aviez froid. Oui. Non, on va dire que c'est... Il y a un côté, c'est presque par hasard. Je veux dire, parce qu'à un moment donné, il y a une bourse de thèse qui s'était ouverte sur ce domaine-là et que effectivement c'était un domaine que je trouvais intéressant. Donc j'ai fait ça. Qu'est-ce qui vous a maintenu ensuite dans le domaine? Alors ce qui m'a intéressé déjà, d'un point de vue, au niveau scientifique, c'est un terrain de jeu intéressant. Et après, effectivement, il y a ce côté d'énergie propre, renouvelable, oui, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je trouvais ça plus intéressant que d'aller travailler dans l'industrie pétrolière, par exemple. Donc il y a aussi une question d'être en adéquation avec ses convictions personnelles dans son métier? Oui, c'est les deux, c'est ça. Et puis effectivement, une question d'opportunité aussi. Et vous disiez, donc vous faites beaucoup de modélisation informatique. Est-ce que ça vous arrive quand même d'aller de temps en temps sur le terrain? Ah, quelquefois, bientôt, je devrais aller, par exemple, à Saint-Pierre-et-Miquelon pour essayer de voir si on peut faire des choses en géothermie à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est sympa. Et est-ce qu'il y a des missions de terrain qui vous ont particulièrement marqué? Bon, j'imagine des paysages... Alors oui, mais c'est que j'en fais... C'est qu'en fait, moi, la plupart des missions de terrain que j'ai fait jusqu'à présent, c'était pour aller voir soit des chantiers en cours, soit aller discuter avec les gens. Je fais très peu, d'acquisition sur le terrain. Et vous disiez, donc, on l'a dit en début d'émission, donc la géothermie, c'est à la fois une science et une technologie, c'est aussi un objet d'étude qui est à la croisée de plein de disciplines différentes. Ça veut dire que vous avez des collègues qui sont issus de plein de champs de recherche. Est-ce que vous avez des exemples? Ah oui, par exemple, nous au BRGM, là, on est dédié vraiment à la géothermie, on est une équipe d'un peu plus de 20 personnes. On va avoir des géologues, des géochimistes, des hydrogéologues, donc des gens qui s'occupent de la circulation des eaux, des thermiciens, des mécaniciens des roches. Mécaniciens des roches? Quand
quand on veut faire bouger les fractures, oui, c'est bien d'essayer de voir, d'essayer de savoir ce qu'on fait. Et c'est intéressant de croiser ces différents points de vue. Vous apprenez des choses, vous, au Oui, quotidien ? toujours. Ça fait partie des raisons aussi pour lesquelles ce domaine-là m'intéresse beaucoup, c'est que je reste pas focalisé sur une discipline scientifique et uniquement sur celle-là. Est-ce que tout le monde se connaît un peu dans le milieu de la géothermie en France ? C'est pas très grand. Hein. on finit presque toujours par se croiser, oui. D'accord. Et vous êtes entré dans la géothermie par la porte recherche et sciences de la Terre, mais finalement, il y a plein d'autres façons de travailler dans ce domaine-là. Il y a énormément de métiers. Est-ce que vous pouvez nous faire rapidement un petit panorama des différents métiers autour de ce domaine ? Recherche, là, j'ai cité un peu les différents sujets. Et à partir juste, on va dire un peu, enfin pas en dessous, mais à côté moins fondamental, qui va être toute l'ingénierie, sur les bureaux d'études, des gens qui vont faire des études d'ingénieur, soit sur les sciences de la Terre d'ailleurs, soit sur la thermique des bâtiments, des choses comme ça. Derrière, il y a tous les gens qui vont installer ça, c'est-à-dire qu'on a les foreurs, les gens qui vont faire les trous, dont on manque, si ça vous intéresse. On va aussi avoir tous les gens, tous les installateurs, chauffagistes et autres qui vont mettre ça en place. Non, on a... Donc à la fois de la recherche, de l'ingénierie, des choses un peu plus techniques, c'est un domaine très large. Ah oui, beaucoup de métiers peuvent se retrouver un moment ou un autre dans la géothermie, parce qu'après, il peut aussi y avoir des commerciaux, des gens qui vont vendre les choses. Enfin, Et vous encouragez à rejoindre la géothermie, j'imagine, ce domaine-là. À rejoindre la géothermie, et sachez que dans beaucoup de domaines, vous avez la possibilité de rejoindre la géothermie. Très bien, merci beaucoup Pierre. Alors avant de se quitter, vous allez nous partager une recommandation culturelle, comme on a l'habitude dans cette émission, c'est la reco de l'invité. Alors Pierre, la recommandation que vous voulez nous faire, c'est... Alors moi, en l'absence de romans traitant spécifiquement de géothermie... Ça arrivera peut-être. Non, j'avais pensé effectivement à quelque chose qui m'avait marqué, ce sont Les Racines du ciel de Romain Gary. Et alors pourquoi ce livre en particulier ? C'est un des premiers romans, vraiment, on va dire, qui va traiter quelque part d'écologie, de préservation de l'environnement, de la nature et d'humanisme. C'est ce qui m'a marqué aussi, c'est que c'est très bien écrit. Hein, c'est vraiment une des premières choses, montrer effectivement l'importance pour l'homme, effectivement, de préserver la nature, mais pas que pour la nature d'ailleurs aussi, parce que l'homme en a besoin de cette nature, vraiment. Besoin, pas que matériellement d'ailleurs, là. Si on parle de ce roman, il y a des besoins aussi, des aspirations. C'est quoi le pitch en deux mots ? Alors, le pitch, c'est une personne qui va se retrouver impliquée dans la défense des éléphants en Afrique, à l'époque un peu coloniale. À une époque où ça n'intéressait pas grand monde de défendre les éléphants. Pourquoi défendre les éléphants ? Quel est l'intérêt ? Ça soulève plein d'enjeux. Voilà. Très bien, merci pour cette recommandation. On va parcourir le livre dès qu'on aura l'occasion. Merci à vous d'être venu dans l'émission de Science en question. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. On se retrouve très bientôt avec d'autres sujets scientifiques. Ciao les sorciers!